14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et on va un petit peu continuer l'émission qu'on avait entamée hier, puisque on a vu que quand il n'y a plus de sexualité dans le couple, eh bien ça crée évidemment de la distance. Et c'est vrai que de plus en plus de couples se séparent, parfois pour de très bonnes raisons et puis parfois pour de mauvaises raisons. Avec Pascal Neveu qui va nous rejoindre dans quelques instants, eh bien on va essayer de comprendre quelles sont les bonnes raisons de se séparer et puis quand est-ce qu'il est préférable de rester ensemble, même si évidemment ça va demander des réajustements. D'ailleurs, on devrait régulièrement faire un petit bilan de son couple avant d'en arriver là, et je vous propose aussi qu'on essaye de voir quels sont les paramètres qui permettent de comprendre que le couple est en fin de vie, parce que un couple, eh bien, c'est une entité à part entière. Le couple, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Donc chaque partenaire, et puis le couple à part entière. Donc le couple, il naît, il vit, et puis il peut malheureusement aussi mourir. Sauf que certaines fois, il n'est pas tout à fait mort pour les deux partenaires, et c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire de pouvoir communiquer. Et puis, oui, la communication, c'est un mot que l'on utilise souvent, mais c'est pas si facile que ça, notamment quand on est au bord de la rupture. Elle devient particulièrement délicate. Alors, si vous êtes sur le point de vous séparer, ou si en tout cas vous vous posez cette question, eh bien peut-être que vous pouvez nous appeler et venir témoigner, et on verra ensemble les paramètres qui font qu'il vaut peut-être mieux se séparer, ou au contraire, il vaut peut-être mieux faire un bilan et repartir avec de nouvelles bases. Bon, en tout cas, notre numéro sur Sud Radio, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Alors Pascal Neveu va nous rejoindre, mais il est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on va en profiter pour commencer tout de suite avec Georges qui nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Georges. Bonjour Brigitte, merci de m'accueillir à l'antenne. Mais je vous en prie, merci à vous. Alors vous êtes en couple depuis combien de temps ? Alors j'ai été en couple pendant 20 ans. 20 ans, oui. Et je me suis séparé en début d'année. D'accord. Voilà. Et pour répondre un peu à votre question, quand est-ce que... moi, mon couple, un couple naît, vit et meurt. Oui, vous l'avez dit. Mm-hmm. Donc nous, il est né sur un coup de foudre. Oui, mais ça c'est plutôt bien. Voilà. Mais en fait, c'est plutôt bien, mais il y a peut-être trop quand il y a trop d'écart dans, on va dire, dans tout ce qui est vie commune, j'entends avec, vous voulez dire avec les enfants, des valeurs communes qui ne sont pas suffisantes. Exactement. Oui, c'est vrai que ça fait partie des piliers essentiels, oui. Un socle qui est commun et un socle qui est assez, voilà. Il peut y avoir des divergences. Mais quand il y en a trop, au bout d'un certain temps, voilà, on sent qu'on est sur la fin, et puis à un moment ça colle plus du tout, et puis après, arrive ce qui arrive, c'est des conflits, on dort plus ensemble, voilà, il y a une dérive qui s'installe, et quand elle est là, on a beau essayer de recoller un peu les morceaux, je pense que malgré tout, le mal est fait, et trop tard. Alors, vous tombez amoureux l'un de l'autre, j'imagine, vous avez parlé de coup de foudre, donc ça a été réciproque. C'est parti, donc j'imagine, très, très fort dès le départ. Au bout de combien de temps vous avez commencé à vous rendre compte que vous n'aviez pas tout à fait les mêmes valeurs ? On le sait assez vite quand même. Mais en fait, l'amour a ses raisons. C'est comme ça. L'amour a ses raisons, puis la raison ignore. Et bon, ça continue, même si vous voulez dire que malgré le fait que vous vous rendiez compte que vous n'étiez pas réellement fait pour vivre ensemble, pour dire les choses un peu clairement, vous restiez attaché, amoureux, avec du désir, vous faisiez l'amour. Enfin, je veux dire, il y avait ce lien amoureux qui arrivait à se maintenir. C'est ça. Oui. Ça tient, ça passe au-dessus, c'est plus fort. Je sais pas comment ça se fait, mais après non, mais ça veut dire que vous aviez quand même vraiment l'un pour l'autre une véritable, c'est une véritable rencontre, une véritable attirance, une alchimie des corps. Moi, j'aime bien le terme d'alchimique parce que ça s'explique pas. Mais c'est là, quoi. On était presque aimantés, quoi. Il y a quelque chose, il y a un magnétisme, il y a quelque chose qui fait que on s'attire, quoi. Mais comment ça se manifestait, votre mésentente ? C'était des conflits, des disputes Oui, c'est ça. Ça part sur des disputes. Bon, après,
La réconciliation sur l'oreiller, oui, ok, mais à un moment, ça suffit plus. Ça dure plus, quoi. Oui, oui. Ouais. Et ces valeurs qui n'étaient donc pas communes, c'était quoi? C'était une vision différente du couple ou une vision différente de la vie ou... Il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu le côté culture, qui est oui. côté niveau Des intellectuel. cultures Il y a différentes, le côté, oui. voilà, on Niveau fait pas le même travail. niveau social différent aussi. Oui, puis c'est pareil. Enfin, il y en a un qui évolue, on va dire, au sein de la société par son avancement, par différents postes, et l'autre qui évolue pas, et donc l'écart se creuse. En fait, c'est ça qui est bizarre à dire, mais et du coup, ça crée encore plus de divergences. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à un moment donné, vous ne l'avez plus admiré? Ouais. Après, à un moment, c'est, il y a à force de, je sais pas, les disputes, elles deviennent inaudibles. Pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écoute, quoi. C'est. Je vous sens triste dans le constat de cet échec. Oui, c'est toujours un échec, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a plus d'écoute, ouais, c'est ça. Il y a plus de, on voit plus le bon côté. Il y a que le négatif qui ressort. C'est bizarre, mais comme un peu la photo. Ouais. Mais ouais. Vous avez eu des enfants? Oui. Oui, donc il y a aussi l'échec d'une construction familiale, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, pour les enfants, eux, de nous voir nous discuter, ils en souffrent, quoi. C'est pas toujours bien. Et puis rester pour les enfants, c'est pas toujours bien non plus. Voilà. Donc au final. Mais est-ce que, si je vous pose la question comme ça un peu brutalement, Georges, vous considérez que quand même c'était chouette de vivre cette histoire, ou au fond vous auriez préféré ne pas vous engager dans cette histoire? Avec le recul, j'aurais préféré que ça se passe différemment, ça c'est sûr. Oui, ça, je comprends. Ouais. On espère que l'autre change, vous voyez. Mais ça reste un espoir vain. Pour des fois, ça marche. Mais il faut qu'il y ait l'écoute de l'autre côté. Mais quand l'autre est trop buté borné, c'est trop compliqué. Et est-ce que vous avez essayé de deviner pourquoi elle était justement un peu fermée? Parce que ça provient sans doute peut-être d'un manque d'éducation, mais peut-être aussi de souffrance. Il y a eu un peu de tout ça. Il y a eu le manque d'éducation, il y a eu le fait de son histoire à elle, qui était pas belle. Voilà, donc dans sa jeunesse, quoi. Voilà. Oui. Voilà, donc ça a été, mais ça n'a pas été, je l'ai pas su de suite, je l'ai su qu'après coup. Donc s'il y avait eu un travail entre guillemets qui a été fait là-dessus, peut-être que on n'en serait pas là aujourd'hui et qu'on serait allé peut-être un peu plus loin ensemble. Mais non, en fait, il y avait, je sais pas. Elle n'avait pas envie, de toute façon, de prendre conscience qu'elle avait peut-être intérêt à avancer aussi de son côté. Je pense qu'elle le voyait pas. Elle était tellement prise dans sa turbine, dans son train-train quotidien, si je peux dire, que elle est prise au piège de ça. Et puis on n'a pas le temps vous savez, des fois de prendre du recul, de faire une pause, de faire un petit bilan et dire ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche comme ça, et il n'y a pas eu ça. Parce qu'on se laisse souvent emporter. Mais je crois, Georges, quand même, que vous avez, enfin, vous m'avez dit, 20 ans, vous êtes restés quand même presque 20 ans ensemble, si j'ai bien entendu. C'est déjà pas mal, parce que la moyenne des couples aujourd'hui, c'est plutôt 7-10 ans que 20 ans. Donc, vous pouvez, moi, je vous conseillerais plutôt de voir cette histoire comme quand même quelque chose qui est plutôt une réussite qu'un échec. Et puis je pense que à travers elle, vous avez grandi, vous vous êtes construit, et puis vous avez vos enfants. On s'est apporté beaucoup de choses. Moi à elle et elle à moi. Oui, et effectivement, ça a été, si on prend le bilan, et moi je suis un peu pessimiste, mais on peut regarder le verre à moitié plein, mais si on le regarde à moitié vide, effectivement, à moitié vide, pardon, mais si on le regarde à moitié plein,
on peut dire que effectivement, on s'est apporté des belles choses. Moi, je crois vraiment. Parce que des séparations, on en connaît pratiquement tous, hein, et je crois que c'est vraiment important de voir le beau côté de l'histoire qu'on a vécue. Je pense que là, vous êtes encore marqué par la séparation, hein, et donc forcément, c'est difficile d'être positif. Mais d'après ce que vous racontez, c'était quand même une histoire très très forte, et je pense qu'il y a eu des moments de joie et des moments de bonheur extraordinaires qui vous ont certainement, que vous avez certainement eu. Et puis, je pense quand même aussi que vous avez été choisi, si je puis dire, et vous avez été emporté par vos sentiments avec cette femme. Ça parle de vous, quoi. Oui, mais vous savez, des fois on passe à côté de sa vie. Je sais pas comment expliquer. On pourrait vivre pleinement sa vie et en être heureux, mais des fois on a l'impression qu'on est en décalage par rapport au chemin qu'on devrait prendre à deux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais en fait, peut-être que j'ai pas su. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai pas su prendre ces bons moments, en fait. Et c'est ça qui me rend un peu triste au final, ouais, de pas les avoir savourés à 100% quand même. Peut-être que vous avez trop voulu la changer. Peut-être alors. Vous voyez, je pense. Quel âge vous avez, Georges, aujourd'hui ? Moi, je vais avoir 48 ans là. Oui, donc c'est vous l'avez connu, vous en aviez 20 de moins. C'est des âges où on est encore dans la difficulté à penser que l'autre peut pas s'adapter à nous, quoi. Et c'est ce qui fait souvent d'ailleurs que on s'éloigne, parce qu'au lieu d'écouter l'autre et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il est, on essaye de le modifier. C'est ça. Et ça marche pas, hein. Et ça marche pas du tout. Mais alors, au contraire même. Ça renforce son caractère, et puis donc on rentre dans les conflits, oui. Mais bon, vous avez mûri, et puis voilà. Oui, non, mais après, ça a été très positif, je dis pas. Hein. J'aurais peut-être une autre vie, peut-être moins bien, peut-être mieux, je sais pas. Mais on a eu cette vie-là, et puis je le regrette pas. Non, je regrette pas ça, au contraire. Ce que je regrette, comme je disais, c'est d'être passé à côté de certaines choses. J'aurais peut-être dû vraiment le vivre à 100%, sans essayer de se dire on va essayer de changer la personne. Non, c'est pas comme ça. Il y a en fait la pression, je dirais, de la société un peu, où on a tous envie de réussir, vous voyez, et au final c'est peut-être aussi ça qui nous fait passer à côté. Non, je crois sincèrement, Georges, je crois que il y a des âges pour avancer et puis essayer de faire bouger les choses, et puis après on acquiert un peu de sagesse, et je pense que vous êtes à un âge où vous avez la capacité maintenant, dans votre prochaine rencontre, que vous ferez peut-être pas tout de suite, parce que je crois que vous êtes encore très lié quelque part à cette femme. Mais je pense que la prochaine rencontre, vous serez plus indulgent, vous arriverez mieux à vous adapter. Ça fait partie de l'évolution de la vie, hein. Et heureusement que le cerveau est malléable un peu, qu'il est capable de changer, parce que si on restait ancré et qu'on n'évoluait pas, entre guillemets. Mais bien sûr qu'on évolue. Et puis elle aussi, visiblement, elle était assez rigide, on va dire. Donc c'est compliqué, hein. Vous vous êtes heurté, certainement d'ailleurs avec beaucoup d'amour, mais bon. Et encore une fois, Georges, vous avez quand même fait durer votre couple plus longtemps que la moyenne. Donc soyez fiers de ça. Et puis merci. Voilà. Merci en tout cas de cet échange, Georges. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause, et puis dans un instant, on retrouve notre Sexy News, Flore Chéri, qui va revenir sur les questions de la pornographie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et en effet, c'est pas l'instant de la Sexy News, c'est dans quelques minutes. C'est d'abord Samantha qui est avec nous. Bonjour Samantha. Bonjour Brigitte. Bonjour, merci d'être avec nous Samantha. Oui, merci de me recevoir en tous les cas. Donc vous êtes en couple pour l'instant ? Oui. Ça va ?
Non, pas en fait. Non, Bon. ça va. C'est très très moyen. Donc effectivement, je m'interroge beaucoup sur le sens à donner à mon couple au bout de 11 ans. Et on n'a plus de projet, c'est quand même la base. Donc voilà, peut-être que c'est le moment que nos routes se séparent et que le reste non plus ne fonctionne pas très bien. Le reste non plus, c'est-à-dire l'intimité, la communication, les moments que vous passez ensemble. Disons qu'au niveau communication, c'est uniquement pour des questions du quotidien. L'intimité, non, c'est zéro. Et après, là où on est d'accord, c'est quand même au niveau des vacances. C'est quand même là qu'on partage les mêmes goûts, les mêmes endroits, des choses comme ça. Alors, je vais revenir sur ma formule mathématique. Un couple, c'est 1 + 1 = 3. Donc, ce qu'il faut peut-être voir déjà, Samantha, c'est vous, dans ce couple. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous vous épanouissez? Est-ce que vous êtes suffisamment libre aussi pour faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que... Oui, ça c'est le cas. Je m'épanouis du point de vue professionnel. J'ai aucune... compte à rendre de ce côté-là. Au niveau 1 + 1 = 3, oui, là on peut vraiment dire qu'on est 3 puisque moi j'ai une autre vie et que lui également il a son autre vie, mais qu'après on... Alors donc c'est le couple lui, qui semble-t-il ne correspond plus à grand-chose, quoi. Oui, c'est ça, en fait, ça. On est 2 amis sous le même toit. Vous avez perdu l'intimité, ce qui fait qu'on a envie de se revoir. Je crois que c'est hier, je disais, par exemple, il vous arrive une bonne nouvelle. Est-ce que c'est la première personne à qui vous avez envie de la dire? Oui, quand même. Oui, quand oui. même. Bon, donc Oui. il y a quand même des choses encore positives qui vous tiennent. Oui, je pense que c'est le souvenir de tout ce qu'on a vécu de bien, en fait. Mais c'est comme si on était amis aujourd'hui, parce que très vite, la sexualité, elle est partie. On n'arrive pas du tout à se retrouver sur ce terrain-là. Vous avez l'impression que ça vient de vous deux, de lui, de vous? Non, je pense que c'est surtout lui qui, dès le départ, je ne correspondais pas à son idéal féminin du point de vue physique. Et du coup, il a créé une distance. Et vous aviez pas creusé. tellement de sexualité au départ? Si, ça allait, ça a duré donc, 1 an et demi, 2 ans. Mais après, il a très vite bifurqué sur quelqu'un d'autre. Et depuis, même avant ce quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le déclencheur, c'est pas ça. Je pense que c'est dans sa tête, il s'est mis un frein et voilà, j'ai beau essayer de... Donc, si je comprends bien, il a eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Vous l'avez dépassé facilement, cette épreuve, ou ça? Non, ça a été très difficile. On a fait une thérapie de couple. Oui. Lui, il a vite abandonné parce que ça le mettait mal à l'aise, qu'elle allait trop loin dans ses discussions, qui devaient le déstabiliser. Et du coup, moi, j'ai continué parce que j'en avais besoin. Mais depuis, je vois bien qu'il aurait besoin de faire une thérapie, mais il veut pas. Est-ce que quelque part, c'est pas ça qui à un moment donné vous a éloigné déjà sur le plan sexuel? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment, il me l'a dit clairement, je suis pas physiquement, je ne lui plais pas. Donc voilà. Oui, non, mais Samantha, comment on peut accepter d'entendre ça? Franchement, c'est vraiment très dur. C'est remettre en cause sa propre féminité, alors que tout le monde me dit que non, que de ce côté-là, c'est pas vrai. Faut vraiment avoir confiance en soi pour dépasser et arriver à se dire qu'on est très jolie, qu'on est intelligente. Je sais pas comment je fais tous les jours, à vrai dire. Excusez-moi Samantha, mais quand on vous dit quelque chose comme ça... Et même pire, je vous passerai tous les détails, c'est très brutal, après il regrette, mais en fait il dit ça quand vraiment je commence à creuser le problème, et là on dirait que la vérité a jailli et que c'est plus fort que lui. C'est-à-dire quand vous essayez d'avoir une discussion sur votre manque d'intimité, il vous balance des horreurs pareilles. À un moment donné, pour arrêter, et certainement parce que je le pousse à bout, là tout d'un coup, il dit les choses d'une façon brutale, et je pense que c'est vraiment la vérité qui sort à ce moment-là.
Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, ça reste inacceptable. Samantha, on va faire une petite pause et je vous retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on retrouve Samantha et Pascal Neveu qui vient d'arriver. Je crois qu'on ne sera pas trop de deux, Pascal Neveu, pour aider Samantha. Moi, j'ai écouté l'émission, j'ai écouté le témoignage de Georges et j'ai écouté Samantha et j'étais tétanisé par rapport à ce que vous avez dit, chère Samantha. Ne m'en voulez pas, mais quelqu'un qui vous dit qu'effectivement il n'aime pas votre corps, qui vous dénigre, qui va voir ailleurs, etc. Pardonnez-moi, ça fait très pervers narcissique. Oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien. Vous savez, Samantha, on peut être bien avec quelqu'un, penser qu'on l'aime, mais on ne doit jamais subir ces choses-là. Je suis totalement d'accord. En fait, je crois que le problème, il vient de moi. Comment je peux tolérer ça et rester encore 10 ans? Mais pourquoi vous dites ça, justement? Le problème vient de moi. C'est là où, effectivement, vous inversez la problématique. Le problème, il vient pas forcément de vous. Là, vous êtes en train à la fois de vous victimiser et également d'accepter ce qui va se passer et de choisir peut-être, effectivement, ces personnes face auxquelles vous allez être confrontés. Le problème, il n'est pas vous, parce que vous le disiez tout à l'heure, moi je vous écoutais dans les transports en commun, qui étaient très en retard, merci à la RATP, mais je vous entendais à un moment donné, vous avez dit que vos amis vous disaient non, vous êtes une belle femme, que vous êtes appréciée, etc. Et pourquoi vous êtes en train de retourner justement les choses? Parce que j'accepte ce qui n'est pas acceptable, en fait. À un moment, je pense que n'importe quelle femme, sans relation intime, ni aucune tendresse, elle serait partie. Donc des fois, je m'interroge. Non, mais ce qui est embêtant, Samantha, c'est qu'au début du témoignage, vous m'avez dit que quand je vous ai posé la question du couple 1 + 1 = 3, je vous ai posé la question, vous m'avez dit oui, moi ça va, je suis heureuse, je m'épanouis, etc. Oui, mais du point de vue matériel uniquement. Ben oui, mais ça c'est pas uniquement du point de vue matériel que je posais la question. Non, vous avez parlé du physique également. Non, vos amis vous ont dit que non, vous étiez une belle femme, etc. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de partir? Parce que j'ai peur de me retrouver toute seule, parce que quand je m'éloigne de lui, je n'ai qu'une envie, c'est revenir, tout en sachant que je ne vois pas d'amélioration, que j'ai beau mettre des deadlines dans ma tête et que ça ne change rien. D'accord. Vous avez la nostalgie du début? Oui. Bon, c'est généralement classique. Et de regretter aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous regrettez quoi, justement? Qu'il change, qu'il aille voir un psychologue, qu'il essaie de parler à quelqu'un, de voir pourquoi. Mais lui, Samantha, il souffre pas, lui. Pourquoi il irait voir quelqu'un? Il souffre un petit peu, ici quand même, il souffre parce qu'il voit bien que ça me rend malheureuse. Il voit bien que... Je ne pense pas qu'il soit d'ailleurs pervers narcissique, contrairement à vous, Pascal. Je pense que c'est quelqu'un de certainement égocentrique ou alors avec une très mauvaise estime de lui-même, il vous rejette tout sur le dos. C'est certainement quelqu'un qui a dû avoir une enfance, encore une fois, massacrée, des choses comme ça. Mais ça explique, mais ça n'excuse rien. Oui, je suis d'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. C'est très difficile à entendre. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté, parce que vous êtes allé en thérapie, d'après ce que j'ai pu entendre tout à l'heure? Il n'a pas supporté que la psychologue lui dise qu'il lui mentait en fait. Elle lui a dit qu'il fallait qu'il se mette à nu, qu'il parle, et je pense qu'il a dû essayer de ruser, de contourner le problème. De la manipuler, et ça n'a pas marché. Voilà. Et elle s'en est rendue compte très vite. Donc moi, elle est restée avec moi parce que j'avais vraiment besoin, après avoir été trompée pendant 3 ans. Mais lui... pendant 3 ans en plus, oui. Oui, 3 ans. Faire, et j'ai découvert... Et aujourd'hui, je me dis, mais comment il fait pour rester à côté de quelqu'un qui ne désire pas? C'est autant difficile pour lui que pour moi, je pense. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà évoqué avec lui l'idée de partir? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si t'es pas heureuse, tu as raison, tu devrais partir. Après, il me dit, je regretterais parce que t'es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui me fait beaucoup de bien, mais il dit à un moment donné, si t'es pas heureuse, tu as 56 ans,
essaye de reconstruire ta vie ailleurs. Puis après, il me dit, moi de mon côté, je ferai rien. Je sais que j'ai un problème. Je préfère rester tout seul ou avoir des aventures comme ça. Mais on dirait qu'il est dans une impasse, qu'il essaie de s'en sortir tout seul, mais il n'arrive pas en fait. C'est trop profond. Donc pour l'instant, je pense que il faut arrêter d'espérer qu'il va changer et qu'il va faire quelque chose, Samantha. Je pense que là, il faut que vous arriviez à vous sauver. Oui. Je pense que vous êtes toujours en thérapie ou pas? Non, j'ai arrêté parce qu'elle me dit vraiment ce que je dois faire et elle dit pareil que je dois partir, qu'il y a des tas de gens sur Terre, qu'il n'y a pas de raison que... Oui, mais ça, c'est des beaux discours. Mais vous avez, là, pour l'instant, vous avez besoin d'abord de reprendre une confiance en vous, de reprendre un peu une meilleure estime de vous-même. Il n'y a que votre corps et votre cœur qui vont vous permettre effectivement d'avancer et de changer. Il faut que vous trouviez de la force en vous. Pour l'instant, vous n'avez plus de force. Non, c'est vrai. Je suis bien, en fait. J'essaye de penser à autre chose quand je suis chez moi. Je me concentre sur le travail. Ouais, mais ça, c'est un refuge. Et je suis désolé, mais vous savez, la vie, elle est éphémère. On peut mourir moi, je peux mourir dans 5 secondes. Enfin, je me le souhaite absolument pas. Pas dans le studio, s'il vous plaît, parce qu'elle ne veut... Évitez-moi ça en direct. Vous aurez des pompiers, donc bref, chère Brigitte. Mais pour le reste, non, il faut que vous pensiez réellement à vous. Quand vous disiez, là, il y a 10 secondes ou 30 secondes, que voilà, à 56 ans, la vie, elle s'offre encore à vous. Il faut vous offrir cette vie. Tiens, vous avez presque le même âge que Georges, on va vous présenter. Non, bon, plus sérieusement, Samantha, j'ai bien compris, vous avez peur de vous retrouver seule, ça fait 11 ans que vous êtes avec lui, vous avez vos habitudes. Ce que vous allez faire la liste de tout ce que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez faire. Ouais. Vous allez vous préparer des moments où vous allez pouvoir toute seule faire des choses qui seront agréables. De manière à tout doucement vous habituer à une vie qui sera un peu plus seule. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Vous avez des amis? Oui. Eh bien, vous allez vous organiser aussi pour revoir un peu plus vos amis. Vous allez tout doucement prendre de la distance avec lui, sans rien lui dire. C'est pas la peine. Ça le regarde pas. De toute façon, vous allez à plus ou moins long terme le partir. Si vous suivez mes conseils, d'accord? D'accord, ok. Et alors, vous vous occupez de vous, en faisant des choses que vous aimez. Vous faites la liste de ce que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Et je suis sûre que vous allez trouver des tas de choses que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Vous revoyez un peu plus vos amis. Et puis, vous allez voir, ça va vous paraître au début un peu bizarre. Et puis, tout d'un coup, tout doucement, vous allez vous rendre compte que vous êtes une belle personne, que vous avez des tas de possibilités en vous. Et que quelque part, au fond... vous allez avoir le fameux déclic. Samantha. Il faut que vous sortiez de cette cellule pour entrer dans une cellule qui est d'introspection, de pensée, de réflexion sur vous-même, de désir, de fantasme, voilà. C'est quoi votre vie actuellement? Vous savez, la vie, il faut la croquer, hein. Bon. Et alors chaque soir, vous faites le bilan. Si vous avez fait quelque chose pour vous, si vous avez pris un peu de distance, vous avez droit à un bon point. Si vous vous êtes à nouveau mis dans ses bras et si vous avez encore pensé que vous alliez pouvoir le changer ou etc., faut vous mettez un mauvais point, hein, d'accord? Oui, faut juste que mon cerveau il arrive à. C'est bien pour ça que je vous donne le mode d'emploi. C'est à la fois le cerveau, mais c'est le cœur. Et pensez à vous, pensez à votre cœur. D'accord? Très bien, je vous remercie beaucoup. Allez, je vous en prie, Samantha. Bonne journée, au revoir. Merci. Alors, Fleur Chéri est avec nous, notre Sexy News. On va revenir sur ce dossier, sur une pornographie de plus en plus violente, avec des scènes de torture, d'étouffement. Enfin, bon... Oui. C'est pas terrible, oui. Alors ça, c'est ce que dit un des rapports qui est très spécifique sur les violences faites aux femmes. Mais je vais parler plus largement du sujet d'actualité, qui n'est pas exactement les violences faites aux femmes, qui est plutôt la protection des mineurs. Donc la pornographie, actuellement, elle est plus que jamais au centre des attentions gouvernementales. Le projet de loi dont vous parliez numérique doit être débattu... Non, le projet de loi numérique pour la protection des mineurs doit être débattu mercredi prochain à l'Assemblée pour simplifier les démarches et appliquer une loi votée en juillet 2020, ça date un peu, sur la vérification d'âge des utilisateurs et limiter l'accès au porno aux plus de 18 ans. Et donc, en amont, maintenant, le sujet explose médiatiquement. Sylvie Pierre Brossolette, la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, a sorti un rapport
accablant sur le porno avec un angle spécifique sur les violences faites aux femmes. Cache Investigation a sorti un grand reportage hier soir. Et l'IFOP, un des plus grands instituts de sondage, va sortir des chiffres chocs en rapport avec cette loi et les Français. Sur la protection des mineurs, ce sujet fait globalement assez consensus. Une large majorité de la population française souhaite limiter l'exposition des jeunes. Cette exposition, elle se fait sur 2 points qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier, c'est la première exposition au porno, qui se fait souvent de manière non sollicitée. La deuxième, c'est sur la consommation régulière. Il y a quelques mois, il y avait ce chiffre choc. Un garçon sur 2 de 12-13 ans consomme chaque mois du porno de façon donc sollicitée et volontaire. Vous avez les chiffres ? Ça pose donc la question du choc d'une première exposition dans le premier cas et d'une imprégnation des scripts sexuels dans le deuxième. Sur le deuxième point spécifiquement, 5 sites internet sont pointés du doigt. Le premier, c'est Pornhub, XNXX, en français, Xhamster, Xvideo et Tukif. Et cela fait 3 ans que la bataille juridique est entamée sans trouver de solution. Pornhub, notamment, est extrêmement fort pour défendre ses intérêts, car plus que la pornographie en tant que telle, plus que l'idée de violence faite aux femmes, c'est un modèle économique qui est au centre des débats. Celui de l'accès au plus grand nombre gratuitement du porno, qui permet à Pornhub d'être une sorte aujourd'hui de média. Et pas seulement un service payant, vous savez, comme Netflix, une VOD où on paye un abonnement. Là, aujourd'hui, c'est une sorte de média, et donc d'appliquer le modèle économique d'un média qui repose principalement sur la publicité et les annonceurs. C'est d'autant plus important pour Pornhub, très spécifiquement par rapport aux 4 autres, car dans le groupe, il y a aussi Traffic Junkie, qui est leader aujourd'hui sur la régie publicitaire adulte, et qui dépend donc en partie de ce modèle économique dit gratuit. Pornhub sait bien que si la loi passe, c'est la mort du porno utilisé comme média. Et moi, à titre personnel, c'est un modèle qui se défend, ce fameux porno gratuit. Parce que le service payant, donc le Netflix, grosso modo, c'est une boîte de production qui oblige à mettre un intermédiaire entre l'acteur, l'actrice et le producteur. Les pratiques sexuelles et le scénario sont donc écrites et pensées dans une certaine ligne éditoriale, qui a été d'ailleurs dénoncée dans le rapport, qui peut être noble comme le porno féministe parfois, mais qui peut l'être moins comme le porno qui est basé sur l'humiliation de la femme, sur l'interracial ou sur les doubles pénétrations, triples, etc. Je vous laisse deviner lequel de ces 2 services va rapporter le plus d'argent à la boîte de prod. Le porno gratuit, en revanche, et en particulier Pornhub, qui est la plus grande plateforme, il est au service des créateurs de contenu. Ils ont donc permis à toute une génération d'acteurs et d'actrices de s'affranchir de ces grandes boîtes de production avec un modèle économique qui est assez favorable pour le créateur de contenu. Cela laisse donc place à un contenu qui est à mi-chemin entre ce que veulent voir le spectateur, bien sûr, mais ce que eux, les acteurs et les actrices, veulent exprimer avec leur créativité. C'est ce qu'on appelle l'économie de la passion. On est sur des créateurs de contenu qui ont envie de montrer ce qu'ils montrent, et ça fait toute la différence. Et je considère, à titre personnel, qu'on a pu voir émerger, en particulier sur Pornhub, une créativité érotique qui n'a jamais été produite par des grosses boîtes de production. Ceci étant dit, on se donne rendez-vous mercredi prochain à l'Assemblée nationale pour voir la guerre de David contre Goliath, ou plutôt de Jean-Noël Barrot, ministre délégué en charge du numérique, contre les géants mondiaux de tubes pornographiques. Mais vous savez parfaitement que de toute façon, il sera impossible de légiférer sur la moyenne d'âge, 18 ans, etc. On le sait parfaitement. Non, alors c'est intéressant parce que justement, je le trouve assez bien, ce ministre Barrot, parce qu'il se dit, la France n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a l'Angleterre qui était très active et qui le met aussi à 18 ans, et l'Australie aussi, qui sont très actifs du point de vue de leur gouvernement. Mais vous savez parfaitement que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État vont refuser et vont retoquer le fait qu'on puisse présenter une pièce d'identité pour prouver qu'on a bien 18 ans. C'est bien là où il y a la faille, en tout cas au niveau de la Constitution française. Non, mais de toute façon, moi, ce débat-là, je l'entends depuis 25 ans. Ouais. Je suis désolée, on sait très bien que les jeunes, très jeunes, vont voir ces images-là, comme ils voient des images violentes, etc. Donc, je veux dire, éduquons-les en amont. C'est la seule solution. C'est le devoir des parents, c'est le devoir de l'éducation nationale. Enfin, non, l'éducation, c'est les parents, l'enseignement, c'est autre chose. Ça ne répond pas à la question de la question qui est implicite, qui sont que les jeunes de 12-13 ans, ou un garçon sur 2, ils ont trois. Il a des questions sur la sexualité. Ça veut pas dire, il consomme le porno parce que c'est finalement la réponse qu'il a à portée de clic. C'est la découverte du corps, c'est la masturbation, et on sait parfaitement qu'à 12-13 ans, ils ont déjà sur leurs historiques, ils ont 3 sites pornographiques qu'ils consomment quotidiennement. Voilà, donc interdire ces sites pornographiques
aux mineurs ne répond pas à la question qu'ils ont eux et de la curiosité naturelle qu'ils ont eux et que ne veulent toujours pas fournir les adultes. Ça fait partie des cours également de SVT, parler de sexualité, etc. C'est les cours de 4e, 3e au collège, sauf que vous avez des enseignants qui ont du mal à évoquer cela. Je peux le comprendre également, c'est très complexe. Pourquoi ? Et alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire sereinement de l'éducation à la sexualité précisément sur la pornographie ? Parce que vous avez cette dame, Sylvie-Pierre Brossolette, qui vient sur le plateau hier de France Télévisions et qui explique que le gangbang est une violence. Et vous avez en face Nikita Bellucci qui dit le gangbang n'est pas une violence, puisque moi-même j'en ai vécu et que je trouve ça formidable. Donc sur un même sujet, vous avez des gens qui disent ça c'est violent, faut pas le faire, et potentiellement qui peuvent se retrouver demain éducateurs proches des jeunes, et d'autres qui disent bah non, pourquoi pas, si tu as envie de le faire, fais-le. Mais il faut être pragmatique et consensuel, parce que vous savez parfaitement, et je vais me heurter face à plein d'amis journalistes et de médias, à chaque fois il faut buzzer en plaçant effectivement des personnalités qui sont totalement clivantes. C'est le pour et le contre. On est à chaque fois dans les extrêmes. Alors même si Madame Brossolette, moi j'ai plus profond respect la concernant, je la connais et je sais qu'elle fait un travail formidable, mais effectivement, pourquoi on invite une personnalité qui va défendre le gangbang ? C'est pas la représentation de la sexualité. Moi, je suis désolée, Fleur Chérie, Dieu sait si je suis pour la liberté et contre la censure. On peut pas non plus mettre le gangbang dans la norme de la sexualité entre adultes. Mais c'est pas. Alors, il y a une différence entre la mettre dans la norme et considérer que c'est une violence. C'est quand même deux sujets très différents. Pour elle, elle a employé le mot massacre, qui est un mot qui est aussi très fort. Bon, on est sur un plateau de télévision, on est là pour faire le buzz. C'est politique. Il y a quelque chose de politique aussi derrière. Mais il y a quelque chose aussi qui est un petit peu à côté de la plaque sur ce qu'est aujourd'hui une forme de pluralité masculine qui peut être vécue, je dis pas dans la norme, mais dans la joie. Il y a une forme aussi de diabolisation un tout petit peu de la pénétration qu'elle a un peu défendue sur le plateau, qui est pas tout à fait juste. On n'est pas obligé de diaboliser la pénétration non plus dans le porno. C'est pas forcément et nécessairement une violence faite aux femmes. Et de façon plus générale, il y a aussi un porno gay. Bon, il y avait quand même des biais. Je dis pas qu'il n'y a pas le sujet de la violence faite aux femmes. Je dis qu'il peut être traité de façon nuancée et à sa place. Totalement, on est d'accord. Là, le côté extrémiste pose la question. Non mais encore une fois, il suffit de dire aux enfants que la pornographie, c'est pas faire l'amour. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est du sexe. C'est pas la sexualité au quotidien. Non, c'est du sexe, c'est pas de la sexualité. Voilà. Faire l'amour, c'est mettre tout son corps, son cœur, les avec regards. Et la pornographie, c'est du sexe, comme les films violents, c'est pas la réalité. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'est juste les enfants. Si on leur donne des repères très clairs, c'est noir, c'est blanc, ils comprennent bien. Sauf que c'est pas fait, c'est tout, et c'est pas fait depuis 25-30 ans, et on continue à avoir ce genre de débat qui ne mène à rien, évidemment. Enfin. En tout cas, merci de nous rappeler à quel point on n'avance pas sur les questions de sexualité. Non, mais on en parle. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'en aurait peut-être pas parlé sur France 2. Là, c'est très agréable de se dire que ce sujet est pris au sérieux et sensibilise beaucoup les parents d'enfants. C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile d'ignorer que son enfant va sur les sites pornographiques. Et en plus de ça, créer des débats de société. Moi, je trouve ça. Parce que ça a des conséquences de toute façon sur le comportement des ados, de futurs adultes, et c'est quasiment un questionnement de santé publique. Allez, on fait une petite pause et on continue à évoquer le couple. Quand est-ce qu'il faut se séparer? Comment on peut rebondir si ça s'éteint un petit peu, tout ça. On en parle avec vous sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Pascal Neveu, on se pose la question du couple. Quand est-ce qu'il faut continuer? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Moi, j'aime bien cette notion de bilan qu'on devrait faire plus souvent, parce que souvent, on a laissé trop de choses, trop de mauvaises herbes, si je puis dire, s'installer dans le jardin du couple. Lucie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, moi, je voudrais réagir par rapport à Samantha. Pas seulement, je voulais témoigner, mais là, en l'écoutant, je voudrais réagir par rapport à Samantha, en fait. Parce que moi, je suis restée 28 ans avec le même homme. Donc, ça a été mon premier homme. Je l'ai rencontré, donc j'étais jeune. Et j'ai tout supporté, j'ai tout essayé comme elle
tout à l'heure, elle expliquait exactement les mêmes réactions, le fait de considérer que ça venait de moi, pareil de la tromperie, enfin, je me suis reconnue dans énormément de choses. Et je voulais lui dire que ça fait 3 ans maintenant que nous sommes séparés, entre-temps nous avons divorcé, qu'elle n'ait pas peur, surtout qu'elle n'ait pas peur parce qu'elle va se surprendre à avoir des ressources qu'elle n'imaginait même pas avoir. Moi, j'ai attendu tant de temps parce que justement, je pensais pas être capable. Jusqu'au jour où il m'a dit écoute, si t'es pas content, t'as qu'à divorcer. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-là. Mais Lucie, oui, mais bien, bravo, et vous avez eu raison. Mais Lucie, il faut plus de courage pour partir que pour rester. Ouais. C'est ça le problème. Et elle a très bien dit d'ailleurs, Samantha. Elle l'a dit qu'elle avait peur de se retrouver seule, mais il faut du courage. Et ce courage, quand on l'a pas, eh bien, il faut retrouver une force intérieure. C'est pour ça que je lui disais de s'occuper d'elle. Vous l'avez eu peut-être parce qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic. Hein. Il y a eu une prise de conscience et il s'est passé une chose. Il s'est passé tout bonnement, c'est que pendant 4 mois, j'attendais des résultats de biopsie et que c'était entre une certaine maladie et un cancer des ovaires où on me disait si c'est ça, vu le taux qui est élevé, faudra vous dire qu'avant la fin de l'année, c'est fini pour vous, quoi. Dans les grandes lignes. Oui, donc là, il y a eu un déclic. Prise de conscience, c'est un camion qu'on prend ensuite la figure, voilà. Quand on approche la mort, quand on pense à la mort, justement, il y a un effet rebond. C'est un peu comme un effet balancier. Vous basculez, l'effet bascule, et vous rebasculez effectivement sur la vie et sur les priorités de la vie. Et là, vous l'avez approché de très près, parce qu'en plus, ça concerne la vie, un cancer des ovaires, etc. Donc voilà, donc c'est pour lui dire, je sais justement combien c'est difficile de trouver le courage de partir, mais je voulais juste lui témoigner que ce courage, elle l'emmène, c'est juste qu'elle n'a pas encore réussi à le trouver. C'est gentil, c'est gentil Lucie, parce que je pense que ça peut lui faire du bien d'entendre ça. Et puis, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est pas facile. Il ne faut pas que ça ait lieu trop tard, en fait. Bon, alors vous, sinon, dans la vie, comment ça se passe ? Alors moi, depuis 3 ans, donc séparée, je n'ai même pas recroisé un homme. Tu dis non, si j'en ai recroisé qui a pu me regarder, je ne m'en suis même pas rendu compte. Ah oui ? Parce que je prends ce temps-là, justement, pour faire tout ce que j'ai pas pu faire, puisque moi, je l'avais rencontré jeune, et pour profiter de m'occuper de moi, très égoïstement. Mais d'accord, mais si vous avez des hommes qui viennent vous approcher, qui vous dragouillent, etc., vous répondez absolument pas. Je ne suis même pas capable de m'en rendre compte parce que... c'est là où vous êtes une femme. Nous, les hommes, là, on est hyper réceptifs. Sincèrement, c'est sans fausse pudeur ni rien. Je ne suis même pas capable de dire si à un moment donné, depuis 3 ans, j'ai pu attirer le regard d'un homme. C'est-à-dire que j'ai tellement été, je suis passée de ma vie en vie de famille à une vie de couple et que il y a toute une construction finalement qui m'a échappé, comme beaucoup, je suis pas la seule dans ce cas-là, qui fait que je suis pas capable d'identifier ce type de... C'est pas capable ou ne pas en avoir envie ? C'est pas la même chose. Eh bien, je ne sais pas. Sincèrement, c'est pour ça que je me laisse du temps. Je dis pas que c'est... Ça fait 3 ans quand même. Là, vous prenez le temps. Ah oui. Je vous taquine, après, je suis désolé. Vous savez, après, tout dépend de la vie que l'on a et l'environnement dans lequel on évolue aussi. On n'a pas tous des opportunités. C'est pas non plus... Mais vos amis, justement, ils vous disent pas de temps en temps, mais tu vois, tel mec, il t'a dragué, etc. Ils vous disent pas tout ça ? Alors, moi j'ai eu une relation qui a fait que nous ne voyions plus que ses amis et quand on s'est séparés, je n'ai plus eu personne autour. Donc j'ai personne mais pour me dire tiens, regarde. Depuis 3 ans, il y a quand même eu un amant ou même pas ? Pas du tout. Non, pas rien du tout. Comment vous faites ? Il y a des jouets quand même. Il y a c'est bien. Il y a je fais exprès. On apprend à se satisfaire, à développer son imagination, à se poser beaucoup de questions, beaucoup de retours sur soi. Et et je vous assure, même pas un homme qui m'a invité à boire un café. Donc parce que vous me dites, mais je pense qu'un homme qui m'aurait invité à boire un café aurait pu m'éveiller quand même l'attention, mais même pas. Bon, la demande est faite. On peut toujours, peut-être, si on a un homme qui veut vous offrir un café, Lucie, on vous transmettra.
Merci en tout cas merci pour Samantha. Tout de suite la devinette avant les infos. Pascal Neveu, comment on appelle une lesbienne qui n'a pas de poitrine? Attends au pire. Vous attendez au pire. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Allez, on fait une petite pause. Vous avez envie vous aussi de réagir sur votre couple ou sur les témoignages de Georges, de Samantha. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous. Nous évoquons le couple. On sait, la moyenne des couples qui durent, c'est plutôt en baisse. C'est 7 ans. Non. On est réellement aux alentours de 5-6 ans. Ça a encore baissé. Ah oui, ça a encore baissé. Oui, bon, donc, vous voyez, quand on... Mais je reste optimiste. Bien sûr, il y a des couples qui durent, et heureusement. Mais bon, en tout cas, on sait que c'est pas évident. Simple. Et on sait un peu pourquoi. La vie est difficile, le monde est compliqué également. Ça fait peur de rentrer en contact avec l'autre, et quand on est avec l'autre, on rentre en contact avec soi également. L'autre qui peut nous forcer, vous le disiez un tout petit peu, je crois, au début de l'émission, où j'ai pas pu participer à cause de mon retard, je suis désolé. Mais effectivement, c'est compliqué si on veut changer l'autre également. Et pourquoi on veut le changer? Mais d'un autre côté, quand on rencontre l'autre, c'est super intéressant. Moi, je trouve que à la fois, ce sont des épreuves, mais ce sont des moments à la fois de complicité, de découverte. C'est immense. Et puis ça s'appelle l'amour. Oui, ça s'appelle l'amour, mais ça suffit pas à faire durer un couple. C'est juste ce qu'il faut toujours rappeler. Alors, comment appelle-t-on une lesbienne qui n'a pas de poitrine? Alors, durant la pause, effectivement, on parlait d'autres choses et je lisais d'autres choses également. Et donc, j'ai pas un œuf sur le plat. Je sais pas, je suis nul dans vos devinettes, à chaque fois je suis nul. Moi. Mais vous allez voir, c'est évident quand on a la réponse. Ça s'appelle une omoplate. Non, c'est nul. Non. Alors moi j'ai honte pour vous. Oui, vous avez le droit, moi. J'aurais pas osé. Voilà, moi j'ose tout, c'est à ça qu'on me reconnaît. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes en couple, vous aussi, ou pas? Non, vous êtes en trouble, c'est ça? En trouble, c'est ça. Oh là là. Ah, la notion de trouble. Ça se complique alors. Oui, pas mal. J'en entends parler, moi, en consultation. Avec qui? Le mari et la femme. D'accord. Mais vous vivez avec eux Non. Non, vous avez une sexualité avec eux. C'est pas tout à fait vivre en couple, en trouble. Vous êtes bi ou vous êtes hétéro? Hétéro. D'accord. Hétéro, ouais. Non, je connais pas très bien votre émission, c'est elle qui vous connaît un peu plus, qui vous suit. Bon, je pense qu'elle doit écouter là aussi. Bon, bonjour madame. On la salue, on l'embrasse. Et comment ça se passe ce trouble, alors justement? Eh bien, pas très bien, parce que au début c'était un plan cul, on va dire, tranquille, ça se passait très bien. Et puis on a eu de l'amitié, des sentiments. Et moi, entre le mari et elle, j'ai perdu un peu mes repères. Je ne savais plus quoi faire. Et eux, ils ont senti ça comme un délaissement, un manque d'affection. Et donc ça se passe mal. Attendez, on va déjà parler de vous. Vous avez eu des sentiments pour elle et de l'amitié pour lui, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et en quoi ça vous a posé problème? Parce que je ne savais pas. Je suis allé souvent chez eux. Après, Au début, c'était dans les hôtels, après chez eux. Et une fois que je suis chez eux, ça m'a perturbé. J'étais pas bien. J'ai perdu mes moyens aussi, donc j'arrivais plus à rien faire. Et elle m'a dit il y a un côté de la délaisser elle, alors qu'au contraire, je voulais tout le contraire, mais je savais pas quoi faire. Mais la délaisser pour rester amie avec lui ou quoi? Non, parce que je savais pas quelle était ma position, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. C'était pas clair au début. Je voulais pas l'offenser ou le brusquer lui, et je savais pas quoi faire. Donc Mais est-ce que eux se sont rendus compte et ont accepté que vous vous fassiez prendre à leur jeu? Parce qu'au fond, au début, vous êtes là pour être le tiers, je vais dire les choses un petit peu de manière brutale, mais vous étiez un peu un objet sexuel qui leur permet d'avoir un peu plus de fantaisie.
Et puis, vous, au lieu de rester cet objet sexuel, vous faites prendre parce que vous avez des sentiments, parce que, et puis en plus, si vous perdez vos moyens, vous n'êtes plus ce pourquoi on vous a fait venir. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a eu des sentiments aussi de l'autre côté, de l'amitié, donc c'était réciproque. On a fait des restaurants ensemble, des sorties, donc on est allé au Cap ensemble, c'était pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Et comme je ne savais plus où était ma place, je ne savais plus quoi faire, et c'est ce côté-là que... Je pense que vous avez eu raison, vous vous êtes respecté, vous vous êtes senti en danger. Non, parce que je voulais faire des choses, je ne savais pas, je n'osais pas les faire. Ouais, alors que je sais qu'après, elle aurait demandé, elle était demandeur, et non, je ne savais pas quelle était ma place. J'étais perdu. Et suite à cela, comme ça ne marchait plus, ils ont décidé de faire un break. Donc moi, j'ai demandé de faire une discussion tous les trois, de mettre les choses à plat, pour voir ce qui n'allait pas, ce que je pouvais faire et pas. Je veux pas prendre la place du mari, c'est lui un premier, il est hyper sympa, tranquille, je l'adore. C'est lui le marié, moi je vais être un demi-mari, voilà. Mais est-ce qu'ils veulent, eux? Et je sais que ça se passait bien avant que tout ça se passe. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans une complétude, vous vous sentez réellement, mais une moitié en fait. Je me sens bien avec eux, ouais, tout à fait. Ouais. Je ne veux pas prendre sa place à lui, au contraire. Pourquoi vous dites au contraire? Non, il est très bien. C'est pas une compétition. Mais, d'accord, mais moi j'entends depuis tout à l'heure dans votre discours, pardonnez-moi, mais enfin, vous connaissez peut-être pas du tout, mais moi je suis assez cash sur les questions que je peux formuler auprès de mes analysants, etc. Mais on a l'impression qu'en fait vous sentez totalement diminué, enfin comme si vous n'aviez pas de place. Moi je vais être encore plus dur que vous, Pascal Neveu. Je pense, Philippe, que inconsciemment vous aimeriez bien prendre sa place et vous en défendez beaucoup trop. Non. Oui. Je veux pas que non. Vous en défendez beaucoup trop pour que ce ne soit pas vrai. Non, absolument pas. Vous allez vous réécouter, hein. C'est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous n'existez pas. On a l'impression que vous n'existez pas. Alors moi, je ne sais pas ce que je pouvais faire, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non mais Philippe. Place, non, c'est hors de question. Non, mais on parle pas de ça. Mais justement, à quel moment vous existez, vous? Je sais pas. Je crois que je me suis effacé petit à petit. Mais non, mais Philippe, je crois qu'encore une fois, le contrat de départ, il est clair. Vous êtes là pour baiser sa femme devant lui et puis faire tous les trois du sexe et dans de bonnes compagnies. Et puis ils vous emmènent au Cap d'Agde, ils vous font un petit peu miroiter des tas de choses. Et puis vous, tout d'un coup, on va dire que la tension monte du sexe au cœur. Et là, vous êtes mal parce que du coup, vous vous rendez bien compte que vous êtes la pièce rapportée de ce couple. Excusez-moi, Philippe. Qu'est-ce que vous avez vécu auparavant, amoureusement? Je suis libertin d'origine. Ouais, d'accord. Donc ça ne me gênait pas. Ouais. Et donc j'ai eu pas mal de rencontres, tout ça. Et mais en histoire d'amour, qu'est-ce que vous avez vécu? Histoire d'amour, non. Non. Jamais. Une longue histoire avant, il y a 10 ans. Ah, ouais, on est d'accord. Ouais. Oui, ça je m'en doutais un tout petit peu. Et alors pourquoi ça s'est terminé? Mais parce qu'elle est partie avec un copain, tout d'accord. simplement. Eh ben voilà. Comme quoi, hein? Ouais. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Donc, mais ça me gêne plus. Ça m'a longtemps perturbé. Ouais. Mais donc là, vous allez pas faire partir cette femme avec un copain, quand même, hein? Non, mais ils sont très bien tous les deux. Oui, moi, je vais être un j'entends demi-mari. bien. Vous parlez que d'eux, hein? Vous parlez pas de vous, hein? Non, parce que on a l'impression que vous idéalisez, mais enfin à bon titre, hein, vous idéalisez leur couple. Vous ne parlez que d'eux, vous ne parlez pas de vous. Hein. Enfin, très peu de vous, hein, en tout cas. Si, quand même, il nous a dit qu'il était amoureux d'elle et qu'il avait beaucoup d'amitié pour lui. Très fort, Mais écoutez, Philippe, est-ce qu'ils ont envie de vous revoir? Et non, je sais que d'après ce qu'elle me parle au téléphone, le ton de sa voix et le discours, je sais que c'est foutu. C'est fini? Bah oui, donc il faut tourner la page. Mais je veux la discussion. Une discussion tous les trois pour mettre les choses au point. Ouais. Mais... Je sais que le match est perdu, mais c'est pas parce qu'il est perdu que je vais pas me battre. C'est une femme vraiment bien et j'ai pas le droit de la laisser partir. Voilà. Vous n'avez pas le droit, c'est pas vous qui décidez, Philippe. Non, mais s'ils veulent plus de moi, il n'y a aucun souci. Mais pour des bonnes raisons. Ce serait quoi les bonnes raisons?
Plus de sentiments pour moi. Ouais. Il me Mais trouve, vous êtes amoureux, en fait. Ouais. Vous les aimez tous les deux. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont charmants. Ouais. Ils sont charmants. Mais oui. Vous voyez, à nouveau, vous parlez que d'eux. Non mais Philippe, Non, mais je suis bien avec eux. Non, mais... Tout à fait, je suis bien avec eux. On a fait des trucs, c'est formidable. Mais bien sûr, ça a été certainement quelque chose de très chouette, mais il faut ouvrir les yeux, Philippe. C'est fini. Et je pense que c'est ça que vous n'avez pas envie de réaliser. Et je pense qu'il faut. Si, non. J'ai toujours des sentiments et elle m'a dit qu'elle sentait que j'avais plus de sentiments pour eux. Alors que c'est faux. Ah bah non, la façon dont vous en parlez depuis tout à l'heure... Non mais ça, on doute pas une seconde de vos sentiments pour elle. Elle m'a demandé elle. d'arrêter d'aller en club, d'arrêter de voir d'autres filles. Je l'ai fait. Je me suis dit, pourquoi aller voir ailleurs alors que là, j'ai une perle devant moi. Elle me suffit. Et pourquoi vous vous interdisez ça? Pardon? Pourquoi vous l'interdisez? Vous avez le droit? Non. Ah ouais? Elle veut pas, je tiens à elle, je veux pas. Elle veut pas, donc c'est elle qui vous dirige? Non, mais elle me suffit. Non mais est-ce qu'elle a encore envie de vous voir? De me voir en amitié, oui. Ah oui, en amitié. D'accord. Bah, oui. Bon. Vous avez envie de quoi, au fond de vous? D'accord, repartir comme avant, comme au début. Bah oui, mais c'est fini. Sexe, amitié, les deux. Voilà. Visiblement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais j'espère, je sais pas s'il y a encore une petite flamme. En tout cas, vous voyez, merci Philippe de ce témoignage, parce qu'on voit bien que quand on est dans les sentiments à fond, on ne peut plus raisonner, on ne peut plus, et c'est bien qu'on vous ait entendu, parce que je pense que les auditeurs entendent comme nous à quel point vos sentiments finalement vous empêchent de pouvoir rester dans le principe de réalité. Comme tous les sentiments, la passion, l'amour. Je n'arrêterai pas de dire dans votre émission que l'amour est une pathologie. Ça, c'est bien une parole de psychanalyste. Pascal Neveu, merci en tout cas. Merci et bon courage, Philippe. Oui, bon courage. On fait une petite pause et on continue avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Pascal Neveu est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute. On travaille sur le couple aujourd'hui et non pas sur le trouble. Déjà que le couple, c'est difficile. Hein, mais à la 3 ou 4, il peut se passer des choses, mais c'est compliqué. C'est multiplier les problèmes. Bon, en tout cas, évidemment, difficulté dans le couple, on a beaucoup d'appels, Pascal Neveu. Et on va donner la parole à Catherine qui nous rejoint. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Catherine. Je suis ravie de faire partie de cette émission cet après-midi. J'interviens pas très souvent, mais là j'ai rebondi sur ce que je viens d'entendre il y a quelques minutes, sur le fait qu'il faut effectivement beaucoup plus de courage pour partir que pour rester. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Voilà, et je suis moi en plein dedans. Alors il faut vous dire que dans quelques mois j'aurai 72 ans, donc je suis pas une petite jeune. Vous avez une voix toute jeune. Voilà, c'est gentil, merci, c'est ce qu'on me dit, mais voilà, les 72 ils sont pas loin. Mais oui, c'est d'autant plus difficile de partir à 72 qu'à 42. Oui. Hein. Vous allez quitter votre mari, votre compagnon? Alors écoutez, je lui ai annoncé cette semaine, donc vous voyez, il y a 3 jours, que j'entamais une procédure de divorce. Ouais. Nous sommes en conflit depuis plusieurs années et je faisais comme si j'acceptais, je courbais les chines et j'avançais. Je me disais de toute façon à mon âge maintenant, à quoi ça sert quoi? À quoi ça sert de partir? À quoi ça sert? T'es bien, t'as un joli cadre, une jolie maison, t'as tout ce qu'il faut, t'as une piscine, t'as tout, donc voilà. T'as de quoi manger, t'as un toit. Oui, et vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que c'était pas un enfer. Vous n'étiez pas visiblement avec un mari toxique, vous n'étiez pas dans une situation difficile, mais en même temps, vous n'étiez pas bien, quoi. C'est ça, exactement. Je ne suis pas bien et je suis avec quelqu'un qui est... il a des qualités aussi, hein. Il a des défauts, mais il a des qualités. Ouais. Mais voilà, très très égoïste. Tout passe par lui. La liberté, l'argent, tout passe par lui. Et ça a toujours été comme ça ou ça s'était accentué avec les années? Oui. Non. L'argent, ça a toujours été comme ça. Il est très 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 proche de notre du patrimoine que nous avons ensemble et que de ce que nous avons construit depuis 30 ans, parce que ça fait 31 ans que nous sommes ensemble. 20 ans de mariage la semaine prochaine, pardon. Et lapsus. c'est ça.
Et en fait, voilà, non, toujours très accro à l'argent. Il m'en donne le moins. Enfin, il m'en donne pas d'ailleurs. Hein, j'ai ma retraite, mais il m'en donne pas. Et par contre, lui, de son côté, il encaisse les loyers des appartements que nous avons achetés ensemble. Enfin, bon, voilà quoi. Ça va donc être un divorce difficile. Hein. Faut vous attendre. Il faut trouver une ou un bon avocat pour défendre vos intérêts. Alors ça, je voudrais vraiment le dire parce que dans les divorces, la question de l'argent est souvent une question très importante, surtout que si vous avez des enfants, ils sont grands, donc ça ne sera pas le problème des enfants. Et on a parfois tendance, pour avoir la paix, à lâcher des choses. Et franchement, il ne faut pas, parce que je suis désolée, vous avez 30 ans de vie commune, vous avez fait votre part, il n'y a pas de raison, sous prétexte. Et on va en vouloir à l'autre, on va s'en vouloir par la suite également. Ensuite, comment il a reçu justement, comment il a accueilli le fait que vous alliez vous séparer? Alors, il ne me croit pas, en fait. La lettre de l'avocat doit arriver. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, donc on est déjà dans une procédure, d'accord. Ah oui. D'accord. Ah oui. Et en fait, moi, je mets beaucoup de temps à réagir, mais une fois que je commence à réagir, après, c'est que vraiment... Généralement, les femmes, elles font ça. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous pensez beaucoup, et ensuite, quand vous actez les choses, c'est direct. Hein. C'est ça, c'est réfléchi et voilà. Donc comment il a pris, comme il me prend pour une pauvre fille, en fait, pas capable, donc il se dit, il a encore des doutes. Il en a moins, mais il a encore des doutes sur le fait que je vais aller au bout de cette procédure. Mais vous pensez que ça va bien se passer ou pas du tout, comme il est très proche de ses sous? Oui. Nous avons fait une société civile immobilière, il y a quand nous sommes mariés, donc logiquement nous avons chacun la moitié de la société chacun. Donc je pense que ça devrait être. Disons qu'on va pas entrer dans des discussions judiciaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, même s'il encaisse tout l'argent, vous avez toutes les traces de manière à récupérer, mais la moitié. Hein. Oui, voilà. En fait, moi je veux pas le dépouiller, je veux juste récupérer ma part, voilà. Et pour pouvoir vivre un peu décemment, parce que j'ai pas une très grosse retraite. Mais c'est vrai qu'il faut du courage, il faut beaucoup de courage pour partir, parce que depuis des mois, un jour, le matin, je me lève, je me dis c'est bon, c'est sûr. Et le soir, je me couche et j'ai des doutes. Enfin, moi, plus maintenant. Mais vous avez tout planifié, c'est-à-dire vous savez là où vous allez être hébergé par la suite. Alors écoutez, j'ai fait une demande de logement social, donc je vais me retrouver dans un petit appartement. C'est sûr qu'entre un 130 mètres carrés et un 25 mètres carrés, ça va pas être la même vie. Non. Mais j'en suis consciente. C'est une transition. Vous savez, Catherine, il y a quand même l'espace extérieur et il y a l'espace intérieur. Et à l'intérieur de vous, je pense qu'il va y avoir facilement 130 mètres carrés. Oui, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Vous avez trouvé les mots justes. J'y avais pas pensé, mais oui, à l'intérieur de moi, il y a de l'espace. Et vous allez pouvoir bouger à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça qu'il faut vous dire, les moments où c'est un peu triste, un peu difficile. Parce que bien sûr, je dis ça, mais bien sûr que ce statut agréable, par moment, vous peut-être, ça sera difficile. Mais à ce moment-là, pensez à ce que vous gagnez. Ne pensez pas à ce que vous perdez. Il y a de l'espace pour quelqu'un d'autre ou pas? Non, pas pour le moment en tout cas. Mais il y a beaucoup de femmes qui partent pas pour quelqu'un. Non, moi je suis d'accord. Pascal, les hommes partent plus facilement pour quelqu'un. Oui. Parce qu'ils sont plus lâches, peut-être. Parce qu'ils peuvent pas. Non, c'est parce qu'ils peuvent pas. Ils ont du mal à se retrouver tout seuls et avoir personne à la maison, même s'il n'y a pas beaucoup de partage. C'est normal. On a besoin d'une cuisinière. C'est normal. Non, je plaisante. En fait, quand je dis qu'ils sont plus lâches, je suis pas sûre. C'est plus compliqué. Je dis juste que les hommes sont plus capables d'accepter des tas de choses qui ne vont plus parce qu'ils sont moins dans la comment dirais-je, la perfection émotionnelle. Nous c'est vrai que lorsqu'on se sent plus aimé ou quand on se sent on a envie de partir. Vous prenez une décision et vous actez, on est d'accord. Voilà,
c'est exactement ça. Il y a beaucoup de manque de respect, il y a beaucoup d'insultes quand il est en colère. Il ne maîtrise plus ses mots et ses expressions. Ça va jusqu'où quand même? Attendez, pardonnez-moi, lorsque vous parlez d'insultes, etc. Moi, je suis un peu au taquet sur ces sujets-là. Voilà, quand il mesure plus, et il n'y a pas très longtemps, donc voilà, qu'il a fait une menace sur ma vie. Également, il m'a dit, quand je pars, il me dit, tu dois aller te faire tirer toute la journée. Voilà. Waouh. C'est insultant. C'est idiot en plus. C'est insultant. Bon, bon courage Catherine, en tout cas. Bon courage. Ouais, belle vie à vous, même si c'est dans un 25 mètres carrés, mais voilà, c'est une transition. Belle vie à vous. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, et puis on va parler aussi de la ménopause avec Laurent Sora qui nous rejoint. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Lâche-moi la grappe, tu veux? Ah mais j'aimerais bien, mais là en ce moment, question grappe chez Lidl, ils font le kilo de raisin blanc à 99 centimes. Quoi? Moins d'1 € le kilo de raisin blanc chez Lidl? Ils ont vraiment un grain. Et nous, un gros pépin. On est dans le pétrin, tu le sais ça? Au fond du pétrin même. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, variété Italia, origine Italie. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4. Cet été, tu veux faire monter la température? Viens assouvir tous tes fantasmes sur Cam 4. Des shows en webcam très très chauds. Cam 4, tu cliques, tu mates, Inscris-toi sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. C'est gratuit. Mais peut-on trouver du Chablis Blanc AOP à 9,95€ la bouteille? Ça sent la foire au vin, votre histoire. Comment vous avez deviné? J'ai souvent le nez pour les bonnes affaires. Bon, y a plus de suspense. Chez la foire au vin, c'est le fruit d'une rencontre d'experts. Venez dans vos magasins et sur courseU.com jusqu'au 8 octobre pour profiter en exclusivité de 20% de remise immédiate sur le Chablis Blanc AOP La Singulière, soit 9,95€ la bouteille au lieu de 12,45€. Commerçant autrement. Offre valable pour un retrait du 26 septembre au 8 octobre. Voir magasin participant sur magasin-u.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio à Dijon en DAB+. Sud Radio. Intersport, tous promotivés. Alors l'équipe, c'est quoi le top du top des promos pour nos top clientes? La basket Converse à moins de 40€, c'est vraiment le top. Et on est toujours au top quand même, hein. Avec le mois Intersport, top départ pour les top promos. Jusqu'au 22 octobre, les baskets Converse Madison Femmes sont à 39,99€ au lieu de 64,99€, soit 38% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, arrive sur Twitch. Installez l'application sur votre téléphone ou votre ordinateur, recherchez Sud Radio et abonnez-vous à la chaîne Twitch de Sud Radio où les vrais passionnés s'expriment. Rejoignez la chaîne Twitch de Sud Radio dès maintenant. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Avec But, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des produits locaux, c'est possible. But et But.fr mettent le savoir-faire français à l'honneur. En ce moment, pour les French Days, moins 10%, oui, moins 10% sur les produits fabriqués en France. Voir sélection en magasin et sur But.fr. French Days, jour français. Chez Auchan, achetez ce que vous voulez, pas seulement ce que vous pouvez. Jusqu'à demain, ne manquez pas notre offre anti-inflation. Le sac de 15 kilos de Pelé est à prix coûtant. Avec une offre pareille, je vais préparer l'hiver en avance. Surtout avec une telle affaire. Ça va chauffer. Auchan, avec plaisir. Le sac de 15 kilos de Pelé 100% résineux à prix coûtant. Liste des magasins Auchan participants sur Auchan.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Pascal Neveu, on va parler des mouvements du coït. Le coït qui est donc le moment où les deux corps sont l'un dans l'autre, que le pénis est entré et qu'il y a des mouvements de bassin. Arrêtez, vous m'excitez là. Oui. Alors, on sait que plus les mouvements sont rapides pour l'homme, plus l'éjaculation risque d'arriver. Mais en même temps, c'est souvent comme ça que la femme a besoin que ça s'accélère pour arriver à l'orgasme. Donc, c'est compliqué. Alors, c'est pas une vérité absolue. Mais quand même. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est vraiment important de savoir
varier les mouvements du coït. En général, on commence un peu lentement et puis ensuite on monte crescendo, mais on peut aussi varier le tempo du coït. En fait, c'est important d'ailleurs. Oui, c'est important. C'est comme une danse, en quelque sorte. Et plus... On peut accélérer, ralentir, etc. Voilà. C'est là où effectivement l'orgasme il est encore plus jouissif, si je puis dire. Bah oui, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se rappeler qu'il faut que les amants soient en osmose. Et c'est dommage parce qu'on ignore souvent cette nécessité-là de se calquer l'un sur l'autre. Et ça passe par le regard, moi je trouve, dans les couples. En tout cas, pas forcément dans le couple, en tout cas, ça peut passer par le regard. Mais il y a une complicité. Par les mains, totalement. Il y a plein de communications non verbales lorsque, effectivement, on est en plein rapport sexuel, en plein coït, etc. Et la jouissance, elle est extrême dans ces cas-là. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que plus les mouvements sont lents, plus ça va développer ce sentiment de tendresse et de réceptivité. Et plus les mouvements sont rapides, plus ça augmente l'excitation sur le plan psychique. Voilà, donc varier tant qu'à faire, varier de l'un à l'autre un peu plus souvent. C'est un peu comme un feu d'artifice. Faut que ça explose, mais pas trop vite non plus. Non, mais voilà, mais il y a la fin, quoi. Alors, on a vu tout à l'heure que Catherine, qui a 72 ans, elle est prête à quitter son mari et on voit bien que les femmes quand même se libèrent. Ah ouais, totalement, bravo. Il y a quand même encore le poids de la ménopause et on va en parler avec Laurence Aura qui est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors c'est important parce que vous êtes psychologue et nutritionniste et vous accompagnez les femmes depuis plus de 20 ans qui sont bousculées par leur ménopause et vous avez eu envie d'écrire ce livre, La Révolution Ménopause. Et c'est vrai qu'il y a cette obsession chez la femme du corps qui doit rester le même, alors que on voit bien que même le corps de l'homme, il change. Et ça, c'est la première chose que j'ai trouvée intéressante dans votre ouvrage, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il faut avoir un ventre plat pour être séduisante. Vous qui êtes en plus dans la nutrition, vous pouvez peut-être nous dire beaucoup de choses, Laurence. Oui, alors déjà peut-être vous dire pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre. Le constat que j'ai fait, c'était que ces femmes que je vois, qui n'ont pas toute l'âge d'être à la ménopause, mais j'en ai quand même un certain nombre. C'est rigolo, mais dans nos pratiques, donc je suis psychologue et nutritionniste, et dans nos pratiques, on attire un peu les gens de nos âges. Je pense que mon prochain bouquin va être sur l'alimentation des seniors, sans doute. Mais en tout cas, je le traversais pour ma part, ce grand voyage assez turbulent de la mise en place de la ménopause, et je me rendais compte, en interrogeant mes patientes, que quand je leur demandais où elles en étaient par rapport à la ménopause, quand elles étaient plus ou moins dans les âges, la réponse systématique était « je ne sais pas, je ne sais même pas quand c'est exactement ». Comment on le sait, quels sont les symptômes, parce que globalement, à part les bouffées de chaleur, c'est à peu près les seuls symptômes qui sont identifiés. Alors que l'arrivée de la ménopause, elle impacte tout un tas de tissus dans notre corps, globalement la santé, comme n'importe quel vieillissement, et les hommes le vivent aussi évidemment. Ouais, c'est l'andropause. Oui, chez vous, c'est l'andropause. Alors, la vraie différence entre l'andropause et la ménopause, c'est que vous n'avez pas un couperet qui tombe. Nous, on est ménopausé quand ça fait 12 mois qu'on n'a plus de règles. Ça, c'est le symptôme qui avec le faisceau des autres, qui dit c'est la ménopause. Et puis surtout, nous, on le sera toutes ménopausées. 100% des femmes sont ménopausées. Là où les hommes, 70% des hommes seront andropausés à 80 ans. Lapsus. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. On a des problèmes de prostate aussi. Oui, bon, on va parler de nos problèmes. Mais c'est intéressant ce qu'on va raconter, parce que finalement, ça signifie que ces femmes-là, elles voient pas leur gynécologue qui sont dans la prévention, dans la programmation également de ce qui va leur arriver. Leur médecin, il fait pas d'analyse annuelle, de check-up, qui effectivement permet de prévenir tout cela, et puis les conséquences à la fois psychologiques et médicales. Je crois, vous venez de parler des hommes qui souvent sont touchés un peu plus tard. La ménopause, elle arrive entre 45 et 55 ans, parce
qu'elle ne veut. Aujourd'hui, une femme entre 45 et 55 ans, c'est encore... c'est très jeune. Oui, très jeune, non, mais c'est pas une femme vieille comme il y a 50 ans. Et donc, à ces âges-là, on n'est pas forcément en train de s'inquiéter pour sa santé, non, je crois, Laurence Aura. Je suis pas sûre que ce soit ça le problème, parce que bien souvent, c'est par les symptômes, donc la prise de poids, les difficultés de sommeil, les bouffées de chaleur, éventuellement une libido un peu dans les chaussettes, des problèmes urinaires, enfin bref, tout un tas de problèmes articulaires qui se manifestent et qui inquiètent quand même les femmes par rapport à leur santé. Elles se disent un coup, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai l'impression que mon navire fait n'importe quoi. Le problème, c'est que les médecins, les gynécos et les médecins généralistes je ne peux pas dire que les gynécos sont pas formés à la ménopause, parce qu'évidemment ils le sont. Ils sont d'abord trop peu nombreux. J'en parle dans la 3e partie de mon livre, qui est la partie plutôt sociétale et sociale. On a 2,8 en France aujourd'hui, 2,8 gynécos de ville pour 100 000 femmes en âge d'être traitées. Et 70 départements dans lesquels c'est inférieur à ça, et 13 départements dans lesquels il y en a 0. Donc on a un vrai problème de ressources quand on arrive dans ces âges-là. D'abord, on identifie mal, le généraliste n'en parle pas. De toute façon, les généralistes sont pratiquement tous plutôt contre les traitements hormonaux substitutifs. Enfin, contre. En tout cas, ils ont l'information de la sécurité sociale qu'il vaut mieux pas donner de traitement. Donc c'est un peu compliqué. Alors, ça, c'est un petit peu, justement, j'en parle aussi parce que ça me paraît super important. Moi, j'ai grandi, j'ai 55 ans, j'ai, disons, évolué dans ma vie de femme avec l'idée que, les traitements substitutifs, ça donnait le cancer. Globalement, je pense que cette croyance est très partagée. En France et dans le monde, alors je l'explique, je ne vais pas faire une thèse là-dessus, mais globalement, c'est lié à une étude américaine de 2002 qui a mis un coup d'arrêt au fait que les femmes soient traitées. Et pour donner un chiffre, il y avait 70% de femmes traitées en 2002. Il y en a moins de 7% aujourd'hui. On a divisé par 10. Et c'est énorme. Or, je pense que les questions, les femmes sont dans leurs croyances. Je pense que les médecins sont des hommes et des femmes comme les autres, ont leurs propres croyances, alors que les traitements ont changé, que les recherches ont continué, et 20 ans c'est très long dans la recherche, que le traitement français n'est pas le traitement américain, et que les chiffres aujourd'hui sont quand même très très rassurants, surtout quand il n'y a pas d'antécédent familial de cancer. Je sais bien. Je sais bien, mais vous avez raison, les informations ne passent pas, et merci de le dire. Oui, parce que je pense qu'il n'y a que nous, en allant chercher l'information, en comprenant un petit peu les enjeux, et éventuellement en posant les questions aux médecins, les questions directement, mais c'est vraiment une histoire de croyance. Moi, je suis sidérée de ce que les médecins disent ou ne disent pas, de ce qu'ils projettent sur les femmes. J'ai en tête une gynéco qui m'a dit: un cancer du sein est un cancer de trop. Un cancer du sein de plus, c'est un cancer du sein de trop. Oui, mais après, je peux, moi, décider pour moi ce qui me semble être juste et bon par rapport à ma qualité de vie, par rapport à mon sommeil, par rapport à ce que j'ai envie de pouvoir produire, parce que justement, je ne suis pas vieille. Et l'ostéoporose aussi, qui touche plus les femmes qui n'ont pas de traitement, bien sûr. Tout à fait, parce que c'est un des éléments qui permet de lutter contre l'ostéoporose. Donc, ça vaut vraiment le coup de comprendre un peu les enjeux, d'essayer de déconstruire les croyances et de construire quelque chose qui soit raisonnable, c'est-à-dire est-ce que je suis bien adaptée à prendre ce traitement, avec quel risque, et de laisser les femmes évaluer leurs risques et choisir. Mais bien sûr que ce soit la femme qui choisisse et non pas le médecin à sa place. Je suis bien d'accord avec vous, Laurence Aura. En tout cas, dans ce livre, la révolution ménopause, vous évoquez aussi cette confusion entre beauté, jeunesse, capacité de séduction. C'est vrai, bien sûr qu'il y a des hommes qui n'aimeront jamais que des jeunes femmes de 20 ans. Donc une femme de 50 ans ne peut pas lutter. Mais je veux dire, il y a énormément d'hommes qui sont séduits par les femmes de 50 ans, surtout aujourd'hui. Où elles les cougars n'existeraient pas sinon. Où elles ont encore toute leur capacité de séduction. Oui, je trouve que le mot séduction, il est vraiment associé à l'idée de la jeunesse, de la beauté
et de la capacité de reproduction. C'est quand même assez marrant, quoi. On considère qu'une femme n'est plus séduisante si elle n'a pas la capacité de se reproduire, comme si on était un appareil génital destiné à faire des enfants. D'abord, qu'en est-il des femmes qui n'auront pas d'enfants ou qui n'en ont jamais eu, et puis qui ont peut-être fait d'ailleurs des deuils plus tôt. Et je crois que ça dépend un peu de la posture qu'on prend chacune par rapport à ça. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, Brigitte, si l'idée est de chercher à rester comme avant, on va avoir un problème. On change toute la vie, et d'ailleurs la vie c'est le changement. C'est la grande Simone de Beauvoir qui l'a dit bien avant moi. Mais la vie, c'est le changement, et accueillir le changement, l'accepter, s'adapter à ce changement. Vous parliez tout à l'heure des pratiques coït et des pratiques, du coït et du rythme, etc. Mais typiquement, la sexualité à 50 ans va pas être la même qu'à 60, qu'à 20, qu'à 30, et adapter sa façon d'être, sa façon de se vêtir, sa façon de choisir, en fait, décider pour soi de ce qui est bon pour soi, identifier ses besoins et les réaliser à travers la façon dont on vit. Je pense que c'est ça la vraie liberté. Et c'est ça, vieillir en paix. Bien sûr, bien sûr. Mais on sait, moi je travaille évidemment beaucoup sur le désir dans cette émission. On sait que les femmes qui ont une sexualité qui va bien, en général, passent assez facilement la ménopause et gardent leur désir. La ménopause, moi je trouve que c'est souvent un argument pour cesser quelque chose qui de toute façon ne nous intéressait plus. Oui, en effet, c'est ce qu'on observe, c'est que souvent les troubles qu'on observe étaient déjà préalables à la ménopause, que ce soit dans la prise de poids, que ce soit dans la difficulté à maigrir, que ce soit dans la libido. En effet, après, je peux, quand on n'a pas des bonnes nuits, quand on est très irritable, quand on se sent hypersensible, qu'on est à cran, on peut très bien avoir une baisse de désir, et ça me semble pas incompatible. Après, de quel désir? Est-ce que pour autant on n'a pas envie encore de se faire câliner? Est-ce que pour autant on peut pas imaginer une sexualité moins pénétrative, moins performative? Puis peut-être que ça arrange bien le conjoint aussi, d'avoir moins de pression là-dessus, parce qu'il vit aussi lui, vous pourriez en parler mieux que moi, Pascal, mais des troubles, des limites, des fragilités, des vulnérabilités qu'il est bon de se partager, il me semble, dans un couple. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, il y a les transformations du corps, il y a les transformations des évolutions psychiques, etc. Mais moi, ce que j'observe également, et je vais vous poser une question juste après, c'est que il y a une sorte de code vestimentaire également à partir d'un certain âge et à partir du moment où la femme est ménopausée. Alors chez les mecs, c'est exactement la même chose. À un moment donné, on s'habille en vieux, quoi. Et donc il y a moins de séduction, etc. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, d'où ma question, c'est comment vos patientes, elles entendent votre discours par rapport à la ménopause, comment elles en parlent, qu'est-ce qui se passe dans vos consultations? Curieux. Eh ben oui, mais je suis psy. C'est souvent un sujet, en fait, on y rentre par le corps. Moi, dans ma consultation, on est beaucoup dans le corps. On rentre toujours par le corps, vous savez. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est les changements observés sur le corps, et notamment le poids, le changement du schéma corporel, l'image, l'estime de soi à travers le corps. C'est pour cette raison-là que les femmes viennent me voir. Et la ménopause n'est quasiment jamais, ça sera peut-être plus le cas avec ce livre, mais quasiment jamais. Alors voilà, je suis en train d'être en ménopause, et donc ça. C'est plutôt, on y arrive, on remonte en fait le fil, et en réalité, le vrai chemin, c'est beaucoup un chemin d'acceptation, qui n'est pas du renoncement, qui n'est pas de la résignation, qui est de faire avec ce qui est, de faire avec ce qui n'est plus, ce qui ne se sera plus. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on s'habille en vieux, et ma préfacière, qui est Elisa Gallois, qui est Edieu-Créa sur les réseaux, le dirait mieux que moi, mais je crois qu'il y a une vraie liberté. Ce truc de dire on ne peut plus porter les cheveux longs à partir de 45 ans. Les cheveux gris. Et les cheveux gris, alors, vous avez vu les miens? Non, j'ai pas vu. Ah si, je viens de vous voir. Pardonnez-moi. Ah mais non, mais ne vous excusez pas, c'est pas un gros mot, les cheveux gris, les cheveux blancs. D'accord. On peut en avoir à 20 ans. Tout à fait. Moi, je les ai eu à 30, à 29 d'ailleurs, exactement. C'est un choix, et c'est une
fait aussi un parcours de pacification avec ses cheveux, avec ses rides, avec son corps qui change, mais comme on l'a eu déjà, nous, à différents moments, à la puberté, pendant les grossesses, après les fausses couches, après des PMA, où on a notre corps qui change et avec lequel il faut qu'on recompose une réalité. Puis on ne parle pas d'une chose, qui est la liberté qu'on gagne à la ménopause. Plus de règles. En tout cas, vous avez écrit un livre qui peut vraiment plaire aux femmes, qui est en plus grand public. Vous rentrez pas dans des choses trop techniques. Ça s'appelle La Révolution Ménopause. C'est aux éditions Solar. Merci beaucoup, Laurence Aura. Et moi, j'ai juste envie de dire aux femmes et aux hommes, n'essayez pas de rester jeune. Ne devenez pas vieux. C'est tout. Ce sera déjà une belle manière de voir les choses. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors, exceptionnellement, nous allons conclure avec le rêve de Anastasia. Ah, très beau jeu, très beau prénom. Ouais. Oui, absolument. Très lourd en plus à porter. Hein. Bonjour Anastasia. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Pascal. Oui, voilà. Oh, alors, votre rêve, c'est quoi exactement? Alors, mon rêve qui s'est réalisé, que j'ai fait à peu près 2 fois ce mois-ci et qui me, je vais dire, chagrine et il me chiffonne, c'est en fait que je vois mourir sur mes yeux ma meilleure amie. Ouais. En gros, je peux rien faire et je comprends exactement ce qui se passe. Et ça m'embête beaucoup. Parce que il y a du détail, et puis je me réveille, je suis pas bien et j'aimerais que ça s'arrête. Et elle meurt comment? Alors, elle meurt sous mes yeux une première fois dans la rue, alors qu'on marche, que c'est une rue relativement calme, mais elle trébuche, elle tombe, et au coup que j'entends, je comprends qu'elle est morte, et elle meurt dans mes bras. Et le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Là, on se balade toujours, mais plutôt en bord de rivière, un peu escarpé. Et puis tout à coup, on arrive sur un beau rocher, un bel endroit. Ça me fait penser à un endroit où j'aime bien l'amener aussi, qui existe. Et puis là, elle a d'un coup une lubie. Elle sait pas très bien nager, et pourtant elle saute. Alors qu'elle est toute habillée avec des baskets. Et moi, je suis une bonne nageuse, donc je réalise qu'il y a danger pour elle. En fait, je me dépêche à m'approcher. Et puis là, elle coule. Et comme si j'étais un peu longue à me décider, je la vois partir dans une eau très, très, très claire, à 10 mètres au fond. Et je réalise que même en faisant tout ce que je peux, j'y arriverai pas. Et se prénomme comment, votre amie? Elle se prénomme Alda. D'accord, ok. Et vous êtes très proche, vous vous connaissez depuis combien de temps? Non, je pose plein de questions, ne vous inquiétez pas. On se connaît depuis 20 ans, oui, on est très proches. Et elle le sait, vous lui avez raconté ses rêves? Oui, je lui ai raconté, oui, je lui en ai parlé. Il y a quelque chose à comprendre dans la fin de quelque chose. Peut-être que dans votre amitié, il y a quelque chose qui est terminé, ou peut-être... ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, elle tombe, et votre deuxième rêve, quelque part, vous la laissez couler, on est bien d'accord. On rêve toujours de soi, faut pas l'oublier, ça. Pardon? On rêve toujours de soi également, faut pas l'oublier. D'accord. Alors, pardon. En fait, je la laisse pas tomber. Enfin, je vois qu'elle fait ça et je sais que c'est quelqu'un qui a des idées farfelues parfois. Je parle de la réalité là. Et en fait, en bas, il y a des membres de ma famille qui ont de l'eau jusqu'à la taille à peu près. Donc, quand je les vois, je me dis super. Et en fait, d'un coup, je réalise que ils bougent pas. C'est comme s'ils la voyaient pas. Et donc, le temps que moi je fasse toutes ces analyses dans ma tête, là, effectivement, avec ses chaussures, elle coule quoi. Et oui, elle va mourir en fait. Mais est-ce que c'est pas parce que on se dit aussi que peut-être que oui, cette meilleure amie c'est vous, mais que vous êtes à un moment de votre vie où faut terminer quelque chose. Et là, vous parlez de votre famille, donc c'est ça qui laisse à penser en effet que vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, non? Complètement pour ma famille. Bah oui, parce que c'est pour ça qu'ils sont à moitié immergés. Oui. Complètement pour ma famille.
Vous marchez et puis vous tombez, vous coulez mais vous savez pas bien nager. Enfin, si on vous met à la place de votre meilleur ami, et peut-être qu'il y a que votre meilleur ami sur qui vous pouvez compter, mais vous n'en êtes pas certaine, puisque si à ce moment-là c'est vous qui seriez la meilleure amie dans le rêve, voyez. Et peut-être que vous pouvez compter sur elle pour vous aider à couper avec votre famille. Oui, alors ça complètement. C'est la personne d'abord à qui je confie tout et qui m'éclaire la plupart du temps sur des choses qui se révèlent après être exactes. Donc ayez confiance en elle, contrairement à votre rêve visiblement. Oui, alors j'ai entièrement confiance en elle, mais il y a peut-être une chose que je vous ai pas dite, c'est que elle envisage là de déménager pendant au moins une bonne année. Enfin, une bonne année entre guillemets. Parce que déménager, c'est pas un an. Donc elle vous abandonne en quelque sorte. Oui, voilà, il y avait ça, oui. Il y avait ça quand même. D'accord, oui. Et donc tout ça se mélange. Pour elle. Oui, bien sûr que vous êtes ravis, mais vous voyez, elle vous laisse un peu tomber, donc en effet. Et là, votre cerveau, en fait, il interprète les choses en se disant, mais voilà, il y a des problématiques, il y a des changements profonds au niveau de la famille. Il y a mon ami très proche depuis plus de 20 ans qui va partir, je vais me retrouver toute seule. Et là, je suis en train de me noyer. Voilà, etc. Ah oui, j'ai beaucoup de peur, c'est vrai, que je ne réalise pas en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, je vais avoir, même si on a les moyens de communication, qu'on soit en FaceTime, on va pouvoir rester en lien, mais c'est vrai que dans ce tournant de ma vie que vous êtes en train de me faire voir là, elle va me manquer. Oui, elle va me manquer. Oui, vous avez. Mais vous savez nager, contrairement à elle. Et vous l'avez bien précisé, vous avez dit, je suis une bonne nageuse. Hein. Oui, parce que ça me mettait d'autant plus dans la tristesse d'avoir rien tenté, alors que je sais que quand ça nous arrive, des fois je lui dis allez, laisse-toi un peu emporter par le courant, je suis là, ne t'inquiète pas. Et là, je fais rien dans mon rêve. Enfin, je fais rien. Le temps que je réalise. Vous faites des choses, mais en tout cas, ça se bouscule au niveau du cerveau. Vous êtes en train de vous préparer justement à toutes ces transformations, à tous ces changements, et effectivement le déménagement de votre ami. Votre psychisme et votre cerveau, il prépare tout ça. Il anticipe à chaque fois le cerveau. C'est merveilleux en même temps. Mais merci pour toutes ces explications, parce que c'est vrai que j'ai des pièces du puzzle que qui se raccordent toutes bien là. Ma famille. Donc il faut faites-vous confiance, hein, c'est ce qu'on peut vous dire. Faites-vous confiance, et même si elle s'éloigne, comme vous l'avez dit, vous resterez en lien. Et vous savez, parfois on en sait quelque chose, hein, parce on écoute presque mieux quand on est au téléphone, à distance que face à face. Hein, donc peut-être qu'elle vous écoutera encore mieux. Elle pourra mieux vous conseiller encore. Oui, merci de me rassurer, mais c'est vrai que je suis inquiète et je suis heureuse, je me réjouis, mais soyez pas inquiète, soyez heureuse pour vous et soyez heureuse pour elle. Oui, ça, pour elle, je le suis. Pour moi, je perds quand même pendant un an quelqu'un, mais voilà. C'est justement, voilà, vous avez la clé des songes, vous avez la réponse à votre rêve. Vous avez tout dit à ce moment-là, c'est-à-dire que vous êtes inquiète pour elle. Pour vous, pardon, excusez-moi. Donc, soyez pas trop inquiète. Ouais, c'est ça. Merci, c'était très clair. Merci beaucoup. Tant mieux, on est là pour vous éclairer. Merci, merci Brigitte, malgré mon retard. De 7h30 que nous avons passé ensemble. Merci à la RATP, merci les taxis, merci tout le monde. Mais c'est pas grave. Le cœur y était, c'est ça qui compte. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delovan, et puis je serai avec Philippe Breneau lundi. Vous savez que Philippe a beaucoup de culture, et on évoquera les mots du sexe, en quoi le vocabulaire sexuel a changé. On évoquera aussi l'érotisme, l'évolution de l'érotisme. Ça sera un peu de culture. Pas que de cul. Non, un peu de culture également. Voilà.